La relation Chine-Afrique, c'est en train de tout changer sur la carte du monde. Mais la vraie question, c'est est-ce que c'est vraiment une alliance tournée vers l'avenir ou est-ce qu'on est en train de revivre une histoire qu'on connaît déjà? C'est une question super complexe. Et pour y voir clair, il n'y a pas de secret, il faut regarder les chiffres. Allez, on plonge dedans. Et pour commencer, je vous donne un chiffre, un seul, 295,5 milliards de dollars. On va arrondir à près de 300 milliards. C'est tout simplement le volume record des échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique, juste pour l'année 2024. Ça donne une petite idée de l'échelle dont on parle. C'est gigantesque. Mais voilà, derrière ce chiffre qui donne le vertige, il y a la question de fond, la question essentielle. Est-ce qu'on est face à une coopération où tout le monde y gagne? Ou est-ce que ce n'est pas plutôt une nouvelle forme de dépendance qui est en train de se mettre en place? C'est exactement ça qu'on va essayer de décortiquer aujourd'hui. Alors, pour qu'on s'y retrouve, voilà le plan de match. D'abord, on va se poser la question qui fâche, est-ce qu'on est face à un schéma de type colonial? Ensuite, on va se plonger dans les chiffres les plus récents. Après ça, on verra les 3 gros changements qui ont tout bousculé depuis 2015, on pèsera le pour et le contre de cette analogie coloniale, et enfin, on se demandera quel levier l'Afrique peut actionner dans cette nouvelle ère. Allez, on attaque tout de suite avec le cœur du sujet, cette fameuse idée d'un schéma colonial moderne. C'est une thèse qui a fait beaucoup de bruit, qui a été avancée dans une analyse assez marquante en 2015, et aujourd'hui, on va voir si elle tient toujours la route. Bon, un schéma commercial colonial, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En fait, c'est assez simple à visualiser. Imaginez, une région, ici l'Afrique, qui exporte ses matières premières à l'état brut, du pétrole, des minerais, bref, ce qui sort de la terre. Et en échange, elle importe des produits finis, des produits manufacturés avec une bien plus grande valeur ajoutée, comme des smartphones ou des voitures qui viennent de Chine. Le souci, bien sûr, c'est que toute la valeur, toute la richesse créée par la transformation, elle n'est pas créée sur le continent africain. Et pour savoir si on est vraiment dans ce cas de figure, les économistes ont un outil. Ça s'appelle l'indice de double intensité relative du commerce. Bon, le nom est un peu barbare, mais l'idée est simple. C'est une sorte de détecteur de dépendance. Si le score de cet indice dépasse 1, c'est comme un voyant rouge qui s'allume. Ça veut dire que le commerce entre les deux partenaires est bien plus intense que ce qu'il devrait être normalement. Et ça signale une possible relation de dépendance. Et c'est justement cet outil qui, en 2015, a tiré la sonnette d'alarme pour une dizaine de pays africains face à la Chine. Très bien, maintenant qu'on a posé les bases, on va faire parler les chiffres. Les données les plus fraîches, celles de 2024. Alors, est-ce que ce fameux schéma se confirme ou pas? Regardez-moi cette progression. C'est juste spectaculaire. On part de même pas 12 milliards de dollars en 2000 pour arriver à presque 300 milliards aujourd'hui. En gros, en moins de 25 ans, on a multiplié les échanges par plus de 25. C'est une croissance absolument exponentielle. La conclusion, elle est simple, la Chine est devenue, et de très très loin, le partenaire commercial numéro 1 du continent. Ok, le volume est énorme, mais la question cruciale, c'est on échange quoi au juste? Et là, la réponse est vraiment parlante. Quand on regarde la moyenne sur les 20 dernières années, c'est presque 90%, 89% des exportations de l'Afrique vers la Chine qui sont des matières premières brutes. Et les produits manufacturés? À peine 5%. Le déséquilibre est flagrant. La structure de l'échange parle d'elle-même. Voilà, ça se résume à ça. D'un côté, ce qui part d'Afrique vers la Chine, du pétrole brut, du cuivre, du fer, du cobalt, bref, des ressources brutes, et de l'autre, ce qui arrive de Chine en Afrique, du matériel télécom, des tissus, et de plus en plus des véhicules électriques, des batteries au lithium, donc des produits finis à haute valeur ajoutée. On est en plein dans la définition qu'on a vue tout à l'heure. Et la conséquence logique de tout ça, c'est quoi? C'est un déficit commercial énorme pour le continent africain. 64 milliards de dollars. Juste pour l'année 2023, l'Afrique a acheté pour 64 milliards de plus à la Chine qu'elle ne lui a vendu. C'est un déséquilibre colossal qui met la pression sur les monnaies africaines et qui prive les pays de fonds qui pourraient servir à investir chez eux. Mais attention, ce serait trop simple si l'histoire s'arrêtait là. Parce que depuis 2015, l'année de la première analyse, 3 grands bouleversements sont venus complètement changer la donne et complexifier tout ça. Alors, ces 3 changements, quels sont-ils? Premièrement, la fameuse transition énergétique, qui a provoqué une sorte de nouvelle ruée vers l'or, mais pour les minerais critiques. Deuxièmement, l'impact de la dette liée au grand projet d'infrastructure chinois, l'initiative La Ceinture et la Route. Et troisièmement, et ça c'est assez surprenant, une chute drastique des prêts chinois aux pays africains depuis 2016. Le premier point, la transition verte, a créé une dépendance, mais dans l'autre sens. Pour fabriquer ses batteries, ses panneaux solaires, ses éoliennes, la Chine a un besoin vital des minerais africains. C'est elle qui est devenue dépendante.
Regardez le cobalt, c'est un composant clé des batteries. Eh bien, 96% de tout le cobalt que la Chine importe vient d'Afrique. C'est une dépendance quasi totale. Idem pour le manganèse ou le chrome. Et sur la dette, l'histoire est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. On a eu un pic énorme en 2016 avec plus de 28 milliards de dollars de prêts. Et puis, la chute. Regardez, en 2022, on est tombé à moins d'1 milliard, le niveau le plus bas depuis 2004. Notamment après que des pays comme la Zambie se sont retrouvés en défaut de paiement. Ça a refroidi Pékin. On a un rebond depuis, mais ce n'est plus la même chose. Ça nuance pas mal l'idée du fameux piège de la dette qui serait une stratégie systématique. Bon, alors, avec tous ces nouveaux éléments, où est-ce qu'on en est? Cette analogie avec le schéma colonial, est-ce qu'elle tient encore debout aujourd'hui? C'est le moment de mettre les arguments face à face. D'un côté, les arguments qui renforcent l'analogie sont lourds. On a toujours ces 89% d'exportation de matières premières, le déficit commercial qui se creuse et cette nouvelle dépendance aux minerais critiques. Mais de l'autre côté, le tableau est plus complexe. Les prix chinois ont beaucoup baissé. La Chine promet de plus en plus d'aider à transformer les matières sur place. Le commerce entre pays africains, lui, se développe. Et la Chine exporte aussi des technologies vertes qui peuvent être utiles. Donc, ce n'est pas tout noir ou tout blanc. Ce qui nous amène au point le plus important, finalement. Dans cette relation si complexe, est-ce que les pays africains ont des cartes à jouer? Quel est leur levier, leur pouvoir d'action? Et là, un facteur change absolument tout, la géopolitique. Le tête-à-tête Chine-Afrique, c'est terminé. Les États-Unis sont de retour dans la partie, l'Europe aussi, avec leurs propres projets d'infrastructure. Tout le monde veut sécuriser ses accès aux ressources africaines. Et pour les pays du continent, cette concurrence entre grandes puissances, c'est une opportunité en or. C'est un levier de négociation comme ils n'en ont jamais eu. Alors, comment utiliser ce levier? Les analystes s'accordent sur 4 grandes pistes. 1. Exiger que la transformation des minerais se fasse sur place, pour créer de la valeur en Afrique. 2. Diversifier les partenaires. Ne plus mettre tous ses œufs dans le même panier, que ce soit celui de la Chine, de l'Europe ou des États-Unis. 3. Utiliser les outils internationaux comme le G20 pour renégocier la dette de manière transparente. Et 4, peut-être le plus important, renforcer le marché commun africain, la ZLCAF, pour construire des chaînes de valeur régionales et être moins dépendant de l'extérieur. Donc pour résumer, est-ce que la dépendance est plus forte qu'en 2015? Sur le papier, oui, les chiffres le montrent. Mais le contexte, lui, n'a plus rien à voir. La relation est devenue beaucoup plus complexe et surtout, elle est de plus en plus négociée, de plus en plus contestée. Le rapport de force n'est plus le même. D'ailleurs, la conclusion de l'analyse mise à jour est assez directe. Je cite « L'analogie de la conférence de Pékin, selon laquelle 10 pays africains entraient dans des zones d'influence chinoise, trouve un soutien empirique continu et dans certains cas renforcé. C'est une conclusion assez forte. » Alors on en revient à notre question de départ. Nouveau partenaire ou ancien schéma? Finalement, la réponse n'est pas binaire. Les deux sont peut-être vrais en même temps. Une chose est sûre, l'histoire est loin d'être finie. Et une bonne partie de la suite dépendra des choix qui seront faits sur le continent africain lui-même. C'était notre analyse sur ce sujet passionnant. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.